Salut à tous et bienvenue dans Motor One Ride pour une émission spéciale en direct du mondial de la moto. On est sur le stand Honda, on est sur un superbe XADV. Honda qui a présenté un concept du Néosport Café. Et puis sans plus attendre, on va vous présenter le sommaire. Nous commencerons avec l'essai de la nouveauté qui défraie la chronique, la nouvelle Yamaha Niken et son 900 cm3 sur 3 roues. Puis nous nous dirigerons du côté de Saint-Raphaël pour le Dandy Riders Festival avec des motos étonnantes et une sensationnelle course de sprint avec des motos vintage dont l'une est pilotée par la star du freestyle Tom Pages. En cette période de salon, nous vous proposerons un tour d'horizon des nouveautés 2019 suivi d'un essai d'un scooter best-seller revu de fond en comble, le Honda 125 Forza, épaulé par une version plus musclée de 300 cm3. Dans l'Hexagone, il y a en grande partie des roadsters. Et ça, Yamaha l'a bien compris, en témoigne sa MT-07, le best-seller de la marque et accessoirement l'une des motos les plus vendues en France. Mais comme la marque au diapason ne fait jamais rien comme les autres, les ingénieurs ont décidé de jeter un pavé dans la mare en sortant un ovni, ou plutôt un objet roulant non identifié, nom de code Niken. En japonais, Niken signifie deux épées. Deux épées qui font allusion à ces deux roues à l'avant qui, de sorte, font d'elle la première vraie moto à trois roues. Et si de prime abord, elle semble imposante et lourde, on va se souvenir du dicton « l'habit ne fait pas le moine ». Direction donc les petites routes de la vallée de Chevreuse pour aller l'essayer et voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Alors on va pas se mentir, elle est imposante hein, cette Niken, avec son train à vent de type Ackerman aux 4 tubes de fourche inversés réglables au demeurant, et puis toute sa tringlerie là équipée de balanciers entre autres. On aurait pu être mauvaise langue d'entrée en faisant l'analogie avec un tank. L'assise et l'arcade de selle sont plus larges que chez la cousine la MT-09. Le guidon est lui aussi plus large, la position de conduite plus droite. Bref, on est davantage comme sur une GT ou sur une routière qu'un roadster. Maintenant, force est de constater qu'elle demeure vraiment agile. La Niken se laisse emmener comme une vulgaire moto à deux roues, mais c'est surtout la stabilité du train-vent qui est bluffante. On se sent vite en confiance avec, et il faudra juste passer le temps d'adaptation, le temps de se faire à l'idée de cette seconde roue à l'avant avec une remontée d'infos dans le guidon quelque peu déroutante. Mais ensuite, une fois ce cap franchi, croyez-moi, on enchaîne les virages comme si on avait toujours roulé avec. Qu'on se le dise, cette Niken est une vraie moto. Contre-braquage, mise sur l'angle, les sensations sont les mêmes qu'à deux roues. Une vraie moto quoi. Rien à voir avec l'idée qu'on a actuellement du véhicule à trois roues à l'instar des scooters MP3 de chez Piaggio. Attention toutefois aux aspérités du bitume qui peuvent parfois déstabiliser l'ensemble. Sans oublier les suspensions raides qui risquent de vous faire sentir les moindres travers sur la route. Et sur le mouillé ou dans des conditions délicates, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le cadre de notre essai, elle est redoutable d'efficacité. On est littéralement collé à la route. Et justement, Yamaha annonce qu'on peut prendre jusqu'à 45 degrés d'inclinaison avec la Niken. Alors franchement, si nous n'avons pas de quoi mesurer tout ça avec précision, je peux vous assurer d'une chose. Je n'ai jamais mis autant d'angle avec une moto sans avoir besoin de déhancher. C'est hallucinant. Conséquence, on ne se focalise que sur ses trajectoires à l'aide de son regard et on passe aussi vite en courbe, si ce n'est plus, qu'une moto standard. Ajoutez à cela la nervosité du 3 cylindres de type crossplane qui donne du caractère à la moto. Un moteur que l'on connaît, dérivé de la MT-09 ou de la Tracer 900 bien évidemment. Certes, légèrement moins efficace que le Roadster compte tenu des kilos supplémentaires de la Niken. Comptez 263 kg tout plein fait par rapport aux 193 kg de la MT-9. Mais bon, pas d'inquiétude, ça pousse comme il faut dès qu'on descend la poignée droite. Oh, et puis couplé au shifter de série, c'est juste un bonheur. Ouais, comble du luxe, si vous avez le coup de main, vous pourrez même vous offrir des sessions de wheeling. On regrettera juste l'ABS trop intrusif, surtout au niveau de l'arrière. Et puis, ce qu'on parle du freinage, le freinage, sachez qu'il est quand même efficace grâce aux étriers radio avant à 4 pistons qui offrent mordant et feeling comme il faut.
Indépendamment de l'excellent train avant et de la rigueur générale de cette machine, il y a en revanche quelques points qui pénalisent cette Nikon. Déjà, il y a le look. Ok, élément purement subjectif. Mais avec son coup de crayon futuriste à mi-chemin entre le T-Max d'ancienne génération et la MT-09, couplé à ses 3 roues, l'ensemble risque de ne pas plaire à tout le monde. Surtout quand on sait que ce modèle est uniquement destiné au permis A. Et oui, ne vous méprenez pas, la 3e roue ne rend pas la Nikon accessible au permis B comme les scooters du même type. Le permis moto est donc indispensable, même les permis A2 n'y ont pas le droit. Enfin, elle possède un autre défaut que l'on note une fois dans des conditions urbaines. Non pas pour y circuler, car la moto est agile, ni à cause de l'écartement causé par notre roue supplémentaire. Seulement, la position des rétros, placés à hauteur de ceux des voitures, nécessite d'y penser à 2 fois avant de faire de l'interfile, au risque de tout arracher. Dommage, car autrement, la Nikon ne pêche pas. Alors pourquoi acheter cette Nikon? À quoi sert-elle? Y a-t-il un intérêt à en posséder une? Voilà les questions majeures que soulève cette machine aussi intrigante que bluffante. Tout simplement, la Nikon ne ressemble à aucune autre moto de la production. Et c'est tant mieux. Elle redéfinit les codes, nouvelle façon de conduire, nouvelle approche de la moto aussi bien en termes de design que de technologie. Finalement, c'est aussi pour ça qu'on aime la moto. Se sentir libre sur une machine qui ne ressemble à aucune autre. Histoire de posséder quelque chose d'exotique et d'attirer les regards. Et ça, la Nikon le fait parfaitement. Motor One Ride s'est rendu à la 3e édition du Dandy Riders Festival sur le port de Saint-Raphaël fin septembre. Un événement hors du commun qui a accueilli la fameuse Distinguished Gentleman's Ride et s'est tenu sur 3 jours dans une atmosphère aussi festive que rétro avec des activités comme le mur de la mort et les incontournables stands pour se faire tatouer, se faire tailler la barbe ou encore se faire décorer son réservoir avec plusieurs stands de pinstripping. Les expos de moto préparés étaient également au programme, des custom bikes plus ou moins accessoirisés et transformés en choppers, en café racers, en bobbers, mais on trouvait également nombre de scramblers et comme ici, de flat trackers, les tendances du moment. Il y avait également des anciennes machines restaurées et une expo de motos de cross vintage. Et un peu plus loin, parmi les artistes présents, Jacques Jouvin, menuisier, ébéniste et fan de motos qui confectionne des machines mêlant astucieusement le bois et le métal, inspirés par les bateaux de luxe. Donc au niveau des détails de finition, on peut également faire des petits inserts comme ceci au niveau des cornets de filtre à air, qui amènent une touche, un rappel par rapport à la réalisation de la coque. Donc là c'est vrai qu'on a poussé un petit peu le vice en trouvant des systèmes d'écope de refroidissement de Lambretta des années 50 qu'on a adapté pour rappeler un petit côté justement ce qu'il y avait sur les aérations de bateaux Riva. Changement de finition avec un réservoir en alu, cette fois qui peut remplacer la coque entièrement en bois. Mais Jouvin n'a pas oublié d'insérer un bois plus clair sur le dessus du réservoir de l'acajou qu'on retrouve sur la coque de selle et qui se marie parfaitement avec le cuir rouge de la machine. Le Dandy Riders Festival, c'est aussi une grande ouverture d'esprit sur la musique. Plusieurs concerts étaient prévus en fin de journée. Et c'est aussi une immense ouverture d'esprit sur les 4 roues, pourvu que l'esprit reste vintage. Le moment fort du Dandy Riders Festival était la course d'accélération Sultans of Sprint, dont la finale se déroulait sur cet événement du sud de la France, après une épreuve à Monza en Italie, une seconde en Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps et une troisième en Allemagne au Glemsec 101. Principe de la course, participer à une course d'accélération avec des motos modifiées sur des bases anciennes. La 3e saison du championnat est partie sur les chapeaux de roue avec plus de 30 participants en catégorie Freaks et une catégorie Factory regroupant les constructeurs officiels avec des motos modernes. L'organisateur Seb Lorenz a même réussi à faire venir sur cet événement du Sultans of Sprint une star du freestyle motocross qui était invité au guidon de la Yamaha officielle, Tom Pages. Le freestyler le plus doué de la planète était enthousiaste après ces quelques tours de roue. C'était une journée vraiment fabuleuse. C'est la première fois que je viens ici, c'est la première fois que je fais ce type d'événement.
Cette moto était très rapide. J'étais un peu effrayé pour tout dire au début. C'était un peu un désastre quand j'ai commencé parce que j'ai commencé par faire de très mauvais départs. C'est allé mieux ensuite et puis j'ai commencé à apprécier l'exercice. J'ai pensé au départ que ce serait plus simple, que c'était juste une histoire de puissance et de passage des vitesses. Mais en fait le départ est super important et c'était beaucoup de pression avec tous les compétiteurs. J'avais beaucoup de choses à penser, mon cerveau était carburé à fond, c'était un peu difficile pour moi, mais après quelques départs ratés, je suis peu à peu rentré dans la partie, rentré dans le jeu, c'est devenu plus facile pour moi et au fur et à mesure mes runs ont été de mieux en mieux. J'en ai fait 3 successifs et puis j'ai fini par gagner, donc finalement je suis reparti avec la victoire de la journée et je suis vraiment très heureux. Tom Pages donc qui a remporté la catégorie Factory du Sultans of Sprint. C'est une catégorie originale. Le Sultans of Sprint, son originalité à lui, c'est de voir s'affronter des motos non seulement sur les runs, qui comptent pour 70% du résultat, mais aussi auprès du jury qui attribue des points à la démarche esthétique et à l'implication festive de chaque team, et tout ça compte pour 30% des points, donc de la fête au Dandy Riders Festival, de la fête au Sultans of Sprint. C'est le mieux qui pouvait arriver et on se retrouve l'année prochaine pour tout autant de bonheur. Après cet essai de l'incroyable Yamaha Niken et puis cette balade au Dandy Riders Festival, on va vous proposer un essai du best-seller de chez Honda, le Forza 125, mais avant, les news de Thibaut, ici au Mondial de la Moto. Attaque ces news très fort avec Honda qui nous présente une première mondiale ici à Paris. On est en compagnie de monsieur Fabrice Rocoq. Présentez-nous ce petit bijou quand même. C'est un petit bijou qui a été fabriqué spécifiquement pour le salon de la moto et le mondial de la moto à Paris. C'est un concept Neosport Café. Donc le Neosport Café est un concept qui est apparu en début d'année avec 3 cylindrés, 125, 300 et 1000 cm3. Et entre 300 et 1000 cm3, il y avait donc un espace pour développer, je ne vous dis pas encore la cylindrée, mais en tout cas développer quelque chose de spécifique. Le marché français est un marché qui est orienté sur les roadsters. Honda a besoin de dynamiser son offre roadster et donc cette moto est très importante pour le futur de nos ventes. Est-ce qu'on envisage aussi chez Honda une version A2 pour ce roadster en particulier? La réponse est oui. Elle arrivera évidemment avec le A2, c'est très important. Cette moto, vous êtes censé la connaître puisqu'on vous en parlait déjà le mois dernier dans Motor One Ride. Je veux bien évidemment parler de l'Indian FTR 1200. On en sait un petit peu plus. À côté de moi, le modèle de série. Alors il a un petit peu évolué sur le plan du design par rapport au concept qui a été dévoilé. On pense notamment à cette ligne d'échappement qui n'est plus sous la selle mais un petit peu plus basse. La suspension arrière qui elle aussi se retrouve vraiment déportée. C'est les différences majeures que l'on note. Autrement, on reste assez fidèle au prototype, au concept qui nous avait été présenté, mais on en sait surtout un petit peu plus pour la France. Sachez qu'il y aura 3 versions de disponibles, une version standard, une version S et une version Racing. Pour les infos, sachez que la version standard sera accessible au permis A2, ça c'est une bonne nouvelle pour les jeunes permis. Il faudra tout de même débourser 14 690 € pour cette version standard. À côté de ça, on a la version S, donc qui délivre pas moins de 120 chevaux et plus de 110 Nm de couple. On a 3 cartographies moteurs, on a des suspensions réglables, on a des étriers radio signés Brembo. Bref, sur cette Indian FTR S, au niveau du tarif, il faudra débourser 15 990 € pour la version Racing. Une version Racing qui se justifie par un coloris spécifique. Nouveauté toujours sur ce mondial de Paris chez Suzuki avec Guillaume. Guillaume, on a
une icône qui renaît de la production moto, la Katana, version 2 points, même je dirais 3.0. 3.0, oui, tout à fait. On est très heureux d'avoir cette machine aujourd'hui à Paris. C'est vraiment une exclusivité européenne et on est très heureux vraiment d'avoir cette machine qui arrive dans la gamme Suzuki. Ouais. Et la question aussi que je me pose, c'est pourquoi attendre aussi longtemps avant de ressortir une icône comme la Katana? Ça c'est une très bonne question. On a eu, tu sais, des difficultés, on va dire, chez Suzuki ces dernières années. Et pour nous, le travail qui a été fait ces 2 dernières années, c'était déjà de renouveler la gamme généraliste, entre guillemets, les trails, les sportives, les roadsters. Et aujourd'hui, vraiment, on attaque les segments de niche, donc le néo-rétro. Et donc, voilà, on est en train de revenir sur ces segments-là. Il y a d'autres choses qui vont arriver dans le futur sur des machines beaucoup plus emblématiques et à image forte pour la marque. On reprend le proto de 2000 ans qui a été présenté il y a 1 an. On a retravaillé en interne sur le design, en particulier sur l'avant de la machine, pour avoir vraiment un lien très fort avec la Katana originelle. C'était une envie propre de Suzuki d'être le plus fidèle possible au modèle originel? Oui, complètement, parce que là on travaille sur le segment néo-rétro et donc pour nous c'était très important vraiment qu'il y ait une filiation forte entre les 2 machines. D'une part pour les jeunes à l'époque qui aimeraient, maintenant qui ont les moyens de s'en acheter une pour qu'ils puissent retrouver ce lien, et puis aussi pour créer une véritable histoire autour de la Katana, pour expliquer pourquoi on vient avec cette machine aujourd'hui 3.0 par rapport à l'ancienne. Donc oui, un élément très important. On enchaîne cette fois avec Yamaha et la R125. Alors que Kawasaki a déjà dégainé sa Ninja 125, la mini sportive destinée au permis A1 et permis B revient en force et ça se voit déjà de l'extérieur avec son nouveau coup de crayon qui rappelle la grande sœur, la R6 et même la R1. Et avec ses nouveaux optiques à LED avant et arrière, elle est beaucoup plus agressive et se revendique nettement plus sportive. Mais croyez-moi, il n'y a pas que là qu'elle évolue, puisque on repense le cadre Delta Box pour plus de rigidité. On a également un nouveau bras oscillant en aluminium. Dans ses entrailles, là aussi, elle évolue avec un moteur qui a été retravaillé. La position des soupapes qui va être variable, qui va s'adapter en fonction du régime moteur. Bref, pour toujours plus de sportivité. Allez, on termine ces news par nos coups de cœur, le petit tour d'horizon des plus belles machines. C'est parti! Sur le marché ultra concurrentiel des scooters 125, les GT tirent leur épingle du jeu par des prestations premium. Parmi eux, le Forza de Honda demeure un leader incontesté. Nous avons eu l'occasion d'en prendre le guidon en version 125 et 300 sur les petites routes de la Côte d'Azur. Le nouveau Forza, c'est quoi? C'est une amélioration du modèle qui était sorti en fin d'année 2017. C'est une des meilleures ventes de Honda et face au X-Max de Yamaha, il fallait encore sortir de nouveaux arguments. Qu'est-ce qu'on a de nouveau pour 2018? On a surtout un pare-brise réglable électriquement qui monte et qui descend via un commodo. C'est une première sur un scooter. Et on a aussi une nouvelle instrumentation beaucoup plus complète avec 2 cadrans, un pour la vitesse, un compte-tours et au milieu un écran digital qui permet d'accéder à un maximum d'informations. Ce Forza, on l'a essayé sur les petites routes comme en ville. C'est un scooter très pratique, très maniable, beaucoup plus confortable qu'il n'y paraît. Il a un look sportif, c'est ce que Honda a voulu. Mais c'est plutôt un scooter fait pour la balade, très linéaire dans les accélérations et aussi très efficace au niveau suspension et freinage.
Au niveau du pare-brise, même pour les grands gabarits, c'est assez pratique. Dès qu'on prend l'autoroute, on n'a qu'à appuyer sur le bouton, ça monte, l'aérodynamisme est parfait. On a un coffre plutôt conséquent dans lequel on peut mettre facilement 2 casques intégraux. Et enfin, une grande autonomie, puisque Honda nous a informé que le scooter était capable de faire 500 km. On en doute un petit peu, on doit être pas loin des 450 km d'autonomie. Au rayon des bémols, il n'y en a pas beaucoup, puisque c'est un scooter premium qui était vraiment bien pensé. On aurait juste aimé les commodos à gauche, beaucoup plus simples d'utilisation, parce qu'on a beaucoup de boutons pour pas grand chose. Pour le reste, le comportement dynamique est irréprochable. Le confort, même pour les grands et à deux, est idéal. Reste un prix qui demeure lui aussi premium, puisque le Honda Forza 125 est proposé à 5 099 €. A noter que cette année, le Forza est disponible aussi en 300 cm3. Le 300, c'est peu ou prou le même gabarit, donc un véhicule plutôt agile. 12 kg de moins par rapport à l'ancien, plus du double de couple avec 27,2 Nm par rapport au 125. En gros, des performances accrues pour un comportement dynamique proche du 125. Ça, c'est sur le papier. Au guidon, c'est légèrement différent. On a un surpoids forcément par rapport au 125. Toutefois, la suspension avant comme arrière se montre beaucoup plus ferme. Le freinage subit un peu le surpoids, même s'il est toujours aussi efficace, on le sent quand même. Quant au comportement dynamique, en général, il est beaucoup plus sportif que sur le 125. Le moteur est plus péchu et on peut atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h facilement. On a à peu près les mêmes accessoires, notamment le pare-brise réglable électriquement. On perd le système de stop and start. Toutefois, on a un système de traction control non réglable mais déconnectable. Le Forza 300 est proposé lui à 5 700 €. Honda a mis la barre très haut avec les 2 nouvelles montures de son Forza. Le 300 joue la carte de la sportivité et de la maniabilité quand le 125 excelle dans le service premium. Ainsi doté, ce dernier risque fort de truster la place de leader du marché 125 en 2019. C'est sur l'un des plus grands stands du mondial de la moto, si ce n'est le plus grand, qu'on va se quitter chez Kawasaki qui a présenté plusieurs préparations sur la base de sa Z900 RS. Quant à nous, on va se retrouver dès le mois prochain dans Motor One Ride. Salut à tous.